De tous les hommes que j'ai connus, celui dont le caractère dérive le plus pleinement de son seul tempérament est Gigi. Il est ce que l'a fait la nature. L'éducation ne l'a que bien peu modifié. Si dès sa naissance ses facultés et ses forces étaient tout à coup développées, dès lors on l'eût trouvé tel à peu près qu'il fut dans son âge mûr. Et maintenant, après 60 ans de peine et de misère, le temps, l'adversité, les hommes l'ont encore très peu changé. Tandis que son corps vieillit et se casse, son cœur reste jeune toujours. Il garde encore les mêmes goûts, les mêmes passions de son jeune âge, et jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessera d'être un vieux enfant. Mais ce tempérament qui lui a donné sa forme morale a des singularités qui, pour être démêlées, demandent une attention plus suivie que le coup d'œil suffisant qu'on jette sur un homme qu'on croit connaître et qu'on a déjà jugé. Je puis même dire que c'est par son extérieur vulgaire et par ce qu'il a de plus commun qu'en y regardant mieux, je l'ai trouvé le plus singulier. Ce paradoxe s'éclaircira de lui-même à mesure que vous m'écouterez. Si, comme je vous l'ai dit, je fus surpris au premier abord de le trouver si différent de ce que je me l'étais figuré sur vos récits, je le fus bien plus du peu d'éclat, pour ne pas dire de la bêtise, de ces entretiens. Moi qui, ayant eu à vivre avec des gens de lettres, les ai toujours trouvés brillants, élancés, sentencieux comme des oracles, subjuguant tout par leur docte faconde et par la hauteur de leurs décisions. Celui-ci, ne disant guère que des choses communes, et les disant sans précision, sans finesse et sans force, paraît toujours fatigué de parler, même en parlant peu, soit de la peine d'entendre. Souvent même n'entendant point, sitôt qu'on dit des choses un peu fines, et n'y répondant jamais à propos. Que s'il lui vient par hasard quelque mot heureusement trouvé, il en est si aise, que pour avoir quelque chose à dire, il le répète éternellement. On le prendrait dans la conversation, non pour un penseur plein d'idées vives et neuves, pensant avec force et s'exprimant avec justesse, mais pour un écolier embarrassé du choix de ses termes, et subjugué par la suffisance des gens qui en savent plus que lui. Je n'avais jamais vu ce maintien timide et gêné dans nos moindres barbouilleurs de brochures. Comment le concevoir dans un auteur qui, foulant aux pieds les opinions de son siècle, semblait en toute chose moins disposé à recevoir la loi qu'à la faire? S'il n'eût fait que dire des choses triviales et plates, j'aurais pu croire qu'il faisait l'imbécile pour dépayser les espions dont il se sent entouré. Mais quels que soient les gens qui l'écoutent, loin d'user avec eux de la moindre précaution, il lâche étourdiment, sans propos inconsidérés, qui donnent sur lui de grandes prises. Non qu'au fond ses propos soient répréhensibles, mais parce qu'il est possible de leur donner un mauvais sens, qui, sans lui être venu dans l'esprit, ne manque pas de se présenter par préférence à celui des gens qui l'écoutent et qui ne cherchent que cela. En un mot, je l'ai presque toujours trouvé pesant à penser, maladroit à dire, se fatiguant sans cesse à chercher le mot propre qui ne lui venait jamais, et embrouillant des idées déjà peu claires par une mauvaise manière de les exprimer. J'ajoute en passant que si dans nos premiers entretiens j'avais pu deviner cet extrême embarras de parler, j'en aurais tiré sur vos propres arguments une preuve nouvelle qu'il n'avait pas fait ses livres. Car si, selon vous, déchiffrant si mal la musique il n'en avait pu composer, à plus forte raison, sachant si mal parler, il n'avait pu si bien écrire. Une pareille ineptie était déjà fort étonnante, dans un homme assez adroit pour avoir trompé 40 ans par de fausses apparences tous ceux qui l'ont approché. Mais ce n'est pas tout. Ce même homme, dont l'œil terne et la physionomie effacée semblent dans les entretiens indifférents n'annoncer que de la stupidité, change tout à coup d'air et de maintien, sitôt qu'une matière intéressante pour lui le tire de sa léthargie. On voit sa physionomie éteinte s'animer, se vivifier, devenir parlante, expressive, et promettre de l'esprit. À juger par l'éclat qu'ont encore alors ses yeux à son âge, dans sa jeunesse ils ont dû lancer des éclairs. À son geste impétueux, à sa contenance agitée, on voit que son sang bouillonne, on croirait que des traits de feu vont partir de sa bouche, et point du tout. Toute cette effervescence ne produit que des propos communs, confus, mal ordonnés, qui, sans être plus expressifs qu'à l'ordinaire, sont seulement plus inconsidérés. Il élève beaucoup la voix, mais ce qu'il dit devient plus bruyant sans être plus vigoureux. Quelquefois, cependant, je lui ai trouvé de l'énergie dans l'expression, mais ce n'était jamais au moment d'une explosion subite. C'était seulement lorsque cette explosion ayant précédé avait déjà produit son premier effet. Alors cette émotion prolongée et agissant avec plus de règle semblait agir avec plus de force et lui suggérer des expressions vigoureuses, pleines du sentiment dont il était encore agité. J'ai compris par là comment cet homme pouvait, quand son sujet échauffait son cœur, écrire avec force,
quoiqu'il parlât faiblement, et comment sa plume devait mieux que sa langue parler le langage des passions.